Bonjour tout le monde. Merci d'assister à ce webinaire sur les technologies relatives à l'humidité du sol. Je m'appelle Nala Sherif et je vais introduire la présentation du jour. Ce webinaire a été créé par Dr. Doug Baker, expert d'application pour le groupe environnemental de Campbell Scientific. Le Dr. Baker a rejoint Campbell Scientific en 2011 en tant qu'ingénieur d'application pour la région du nord-ouest des États-Unis. Il est à son poste actuel depuis 2016. Au fin de ce webinaire, la présentation a été traduite et enregistrée en français. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à nous envoyer un message en utilisant la fonction « Poser une question » en bas de votre écran. Toutes vos questions seront transmises à notre équipe d'experts qui vous répondra sous un jour ouvrable. La présentation du jour durera 20 minutes. Après cette séance, le webinaire sera disponible dans son intégralité et accessible via le lien que vous utilisez actuellement. Nous pouvons maintenant commencer ce webinaire sur les technologies relatives à l'humidité du sol. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la mesure de l'eau dans le sol. Cette présentation a été créée par Doug Baker, un spécialiste en application dans le groupe environnemental à Campbell Scientific Logan, son collègue Jason Ritter et le Dr Colin Campbell avec Meter Group à Washington State University. Dans cet exposé, il commencera par quelques définitions de mesure des sols et certaines des méthodes populaires de mesure de l'eau dans le sol, ainsi que des points forts et des limitations de chacune. Alors voici quelques définitions pour débuter. Il y a deux façons principales de mesurer l'eau dans le sol. L'une est la teneur en eau et l'autre est le potentiel matriciel. La teneur en eau, ou mieux dit la teneur en eau volumétrique, VWC en bref, est le volume d'eau par volume de sol, habituellement exprimé en mètres cubes d'eau par mètre cube de sol pour un volume total. Donc combien d'eau totale est présente? En revanche, le potentiel matriciel est un état d'énergie, donc à quel point l'eau est étroitement liée au sol. L'eau totale présente, mais aussi les propriétés électriques et physiques du type de sol. Une façon plus facile de penser à cela pourrait être que c'est l'eau disponible pour la plante. C'est la quantité d'effort nécessaire de la part de la plante pour obtenir l'eau du sol. Cette présentation portera sur la teneur volumétrique en eau et sur la compréhension initiale de certaines méthodes de mesure de la teneur en eau. Alors discutons de certaines des méthodes, des forces et des limitations de la mesure de la teneur en eau volumétrique. De façon générale, il existe quelques méthodes courantes de mesure de VWC in situ ou sur le terrain. L'une est la résistance et l'autre est diélectrique. À l'intérieur du diélectrique, il y a au moins deux façons courantes de parvenir au diélectrique ou à la permissivité du sol. L'une est capacitante et l'autre est dans un domaine de minuterie. L'utilisation de la résistance pour mesurer le contenu volumétrique de l'eau a certainement l'avantage d'être simple. Il utilise simplement le sol comme résistance du circuit. Incidemment, la résistance est simplement réciproque de la conductivité. Donc, en mesurant un, vous obtenez les deux. Le problème avec l'utilisation de la résistance est que lorsque vous appliquez un courant au sol, non seulement les molécules d'eau dipolaires se réalignent comme indiqué dans cette figure, mais les ions salés vont commencer à se polariser aussi, et donc deux facteurs changent considérablement pendant que vous appliquez ce courant. Cette figure illustre en outre ce facteur de complication, donc avec différentes concentrations réelles de sel ou d'ions dans l'extrait d'eau du sol, indiquées en différentes couleurs sur cette figure. Vous obtenez des relations très différentes entre la conductivité électrique du sol et la teneur volumétrique en eau du sol, comme le montre cette figure. N'oubliez pas que la conductivité est la réciprocité de la résistance et que lorsque vous mesurez la résistance, vous obtenez une teneur en eau volumétrique très différente en fonction de la teneur réelle en sel du sol. En résumé, les forces et les limitations des mesures de résistance. Point fort, ce sont des capteurs bon marché. En général, ils sont simples d'utilisation et sont donc mieux adaptés pour une utilisation simple, comme les démonstrations dans les projets domestiques, des foires scientifiques et autres. Limite, ils sont très sensibles aux ions dans l'eau du sol. Donc pour obtenir la teneur en eau, vous devez supposer que les ions totaux ne changent jamais, ce qui n'est manifestement pas le cas et que le volume est généralement assez faible.
En revanche, les capteurs qui mesurent la perméabilité diélectrique n'ont généralement pas les mêmes problèmes de polarisation que les capteurs de résistance. Ils profitent encore de la nature dipolaire de l'eau. Ils émettent des impulsions et les molécules d'eau se réalignent que brièvement, comme le montre ce graphique. Cela entraîne un changement mesurable. Il existe un grand nombre de capteurs sur le marché qui mesurent la perméabilité diélectrique à différentes fréquences. Les capteurs de basse fréquence ont la même sensibilité au sel, aux ions, que les capteurs de résistance, mais les capteurs de haute qualité, qui fonctionnent à des fréquences plus élevées, disons de 1 à 2 GHz, n'ont pas la même sensibilité au sel. La constance diélectrique peut alors être considérée comme la capacité de stocker une charge de tout support mesuré. Par définition, l'air a une constante diélectrique d'1 à l'extrémité opposée et l'eau qui est habituellement autour de 80. Cela varie un peu en fonction de la température et autres facteurs, mais à ces fins, nous l'appellerons simplement 80. Les autres éléments du sol ont habituellement une constance diélectrique à un seul chiffre. Des choses comme la matière organique, les minéraux, la glace et tout le reste du sol sont assez faibles par rapport à l'eau. Ce sont les changements dans la teneur en eau du sol qui ont le plus d'impact sur la constante diélectrique mesurée ou la perméabilité diélectrique. Pour illustrer davantage ce concept, nous avons ici un graphique. À gauche, nous avons un sol qui contient très peu d'eau. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'eau dans le portail intérieur du sol. Au fur et à mesure que cela augmente, il progresse le long du spectre de la teneur en eau et de la permittivité mesurée. Parlons alors de certaines des façons courantes de mesurer la perméabilité diélectrique. L'une des méthodes les plus courantes de mesure de la perméabilité diélectrique ou de la constance diélectrique est la capacité. Ceux-ci utilisent le sol comme le condensateur d'un circuit et puis ce stockage de charge est calibré à la constante diélectrique et donc à la teneur en eau. Voici donc certains des points forts et des points faibles des méthodes fondées sur la capacitance. En général, elles sont relativement peu coûteuses puisque ce sont des circuits simples. Ces méthodes offrent une précision et une résolution élevées. Ce sont elles qui sont le plus couramment intégrées aux sondes de profilage du sol. Elles proposent généralement une sortie unique, courant ou SDI12, ce qui facilite la mesure à l'aide d'un système d'acquisition de données. Parmi les points faibles, on note le manque de robustesse des capteurs en raison de leurs composants. Or, il existe certainement des capteurs de capacité de haute qualité sur le marché. Ces capteurs peuvent fonctionner en basse fréquence. Comme mentionné précédemment, cela les rend sensibles à la conductivité électrique de manière semblable aux capteurs de résistance et peut donc aussi les rendre sensibles à la texture du sol. Par conséquent, un étalonnage propre au sol pourrait être requis afin d'aider à régler la sensibilité à la température. Ceci n'est pas nécessairement exclusif à cette technologie, mais c'est l'une de ses limites. Cette technologie peut aussi comporter un assez petit volume sensible. Cependant, il ne s'agit pas toujours d'un point faible, dans la mesure où parfois c'est ce qui est souhaité. Par exemple, dans le cas d'une plante en pot ou d'une serre où l'on veut s'assurer que la mesure demeure dans une zone confinée, ce volume sensible est alors probablement approprié. Cela dépend également de la configuration des capteurs. Il existe aussi des vides sensibles dans la terre. La mesure se trouvera compromise dans le cas où des vides d'air se trouvent à proximité des éléments de mesure, comme les tiges. Ce problème n'est pas exclusif à ces capteurs. Il s'applique pratiquement à tous les capteurs disponibles sur le marché. Une poche d'air située tout près de l'élément capteur nuira à la mesure, car il ne s'agit alors plus seulement du sol, mais aussi d'air, lequel présente une permittivité de l'eau très faible. L'autre méthode courante de mesure de la constance diélectrique est le domaine temporel, TDR. En principe, il s'agit d'utiliser le temps de déplacement d'une impulsion électromagnétique le long d'une voie de transmission. Il convient de noter que cela couvre habituellement une vaste gamme de fréquences plutôt qu'une seule fréquence de fonctionnement, ce qui constitue également un avantage. Le domaine temporel se présente sous deux formes générales qui sont la réflectométrie de mesure de la teneur en eau et la réflectométrie dans le domaine temporel avec analyse de forme d'onde. Les réflectomètres de mesure de la teneur en eau fonctionnent à l'aide d'un oscillateur sur ligne de transmission. En termes simples, cela signifie qu'ils émettent des impulsions le long des tiges, puis que ces impulsions sont réfléchies et remontent vers le haut, ce qui déclenche une nouvelle impulsion dès que l'impulsion initiale revient à son point de départ. C'est ce qu'on appelle l'oscillation. Le délai entre deux impulsions est directement lié à la constance diélectrique. Voici maintenant certains des points forts et des points faibles de la réflectométrie de mesure de la teneur en eau.
Cette méthode présente une précision et une résolution élevées, ainsi que des volumes sensibles habituellement élevés. Tout ceci dépend de la configuration des tiges. Ces capteurs sont en général plutôt robustes, fiables et durables, mais aussi relativement économiques. Des versions SDI 12 sont aussi offertes. Ce sont en fait probablement les plus répandus. Ou plutôt, il s'agit de la configuration la plus répandue des capteurs modernes. Et souvent, vous obtiendrez les mesures de la conductivité électrique et de la température en plus de la teneur en eau. Ceci s'applique à beaucoup de capteurs sur le marché actuellement. Ils sont assez faciles à installer. De plus, il est possible d'utiliser de longs câbles en raison du protocole SDI 12. Cela signifie que vous pouvez généralement installer plusieurs centaines de pieds de câbles selon le nombre de capteurs de ce type que vous branchez au même enregistreur de données. En ce qui concerne les limites, notons l'atténuation du signal dans les sols avec perte. Par perte, je parle surtout des sols à conductivité électrique élevée, qui peuvent entraîner une surestimation de la teneur en eau, ce qui pourrait nécessiter de procéder à un étalonnage propre à ce sol. Notons aussi la sensibilité thermique, phénomène qui interagit avec les sols à conductivité électrique élevée et pouvant nécessiter de consacrer beaucoup de temps à l'étalonnage propre à ce sol. La réflectométrie dans le domaine temporel, TDR, est l'autre méthode axée sur le domaine temporel de mesure de la constante diélectrique. Cette méthode s'apparente à la réflectométrie de mesure de la teneur en eau, car elle émet aussi des impulsions. Ici, il s'agit généralement d'une configuration à 3 tiges où les impulsions sont émises le long de la tige centrale, puis détectées à leur retour via les 2 tiges latérales. Comme mentionné précédemment, la teneur du sol en eau ou le changement de teneur en eau de la Terre produit l'effet le plus important sur la mesure de la constante diélectrique ou de la permittivité diélectrique et donc sur le signal mesuré. La forme d'onde est constituée à partir des signaux de retour. Par conséquent, l'analyse de la forme d'onde de la TDR est effectuée une fois que ces signaux sont reconstitués en forme d'onde, un peu comme ce que vous voyez ici à droite. Le point de commencement des tiges du capteur, comme illustré ci-dessous, est représenté par cette bosse de la plupart des formes d'onde, particulièrement lorsqu'il y a beaucoup d'eau dans le sol. Vous commencerez donc à voir le premier pic qui correspond au point de commencement de la tige, comme on le voit ici. Ceci correspond à la définition d'une erreur et représente donc la longueur réelle des tiges d'une extrémité à l'autre. À mesure que la teneur en eau augmente ou que d'autres facteurs entrent en compte, l'extrémité apparente de la tige s'étend plus loin que ce qui est représenté. Ce changement de longueur apparente est donc dû à la teneur en eau. À gauche, nous pouvons voir cette équation. La longueur apparente, LA, est divisée par la longueur réelle, L, et le résultat correspond directement à la racine carrée de la permittivité. Il s'agit d'un moyen assez direct d'obtenir la permittivité. Voici les points forts et les points faibles de la TDR avec analyse de la forme d'onde. Cette méthode offre une précision et une résolution très élevées. Et bien que ce soit au-delà de la portée de mon exposé, différentes formes d'analyse de forme d'onde peuvent fournir la CE. Vous obtenez donc les deux avec le même type de mesure. Cette méthode utilise généralement des fréquences de fonctionnement très élevées. Vous n'obtenez donc pas la même sensibilité à la texture du sol ou à la CE. Même si cela se trouve également hors de la portée de mon exposé, notons qu'il est possible de dériver d'autres données à partir des formes d'onde. Il existe également des versions utilisant le protocole SDI 12, ce qui rend le tout considérablement plus facile. Parmi les limites, notons le fait que ce sont des systèmes assez coûteux et normalement complexes à configurer. Voici maintenant certains produits plus récents, en particulier qui utilisent le protocole SDI 12. Ces produits sont beaucoup moins coûteux et faciles à configurer. Ils s'accompagnent également d'un effet de conductivité électrique élevé, de sorte qu'il existe une limite supérieure à laquelle vous obtenez une perte électrique trop élevée dans des sols conductifs et que le processus n'arrive pas à trouver le point final de la forme d'onde. Cela dépend aussi de la géométrie de la sonde. Plus les tiges sont longues, plus elles sont assujetties à la CE élevée. Des tiges plus courtes pourraient compenser ce phénomène, ce qui permettrait d'élargir la gamme de sols pouvant être analysés par ces capteurs. Il est également possible d'utiliser des tiges avec enduit. Un enduit par peinture classique est un moyen d'éliminer la CE de la mesure, en éliminant ce type de perte dans le sol. Cette peinture, même si elle empêche la mesure de la CE, peut fournir des mesures plus élevées de la conductivité électrique et de la teneur en eau. Le système complet limite les liaisons par câble et la longueur maximale typique des câbles à 25 mètres. Comme je l'ai mentionné auparavant, c'est un système complexe, pour lequel la configuration, l'utilisation et la mise en œuvre d'analyse nécessitent un niveau d'expertise élevé.
En résumé, il existe donc deux méthodes répandues de mesure de la teneur volumétrique en eau, résistance et diélectrique. La méthode par résistance présente l'avantage d'être bon marché et beaucoup de systèmes de ce type sont offerts sur le marché. Cependant, ils ne sont pas de qualité adéquate pour la recherche ou la production car ils sont très sensibles à la conductivité du sol, la salinité du sol. Diélectrique, il existe deux méthodes principales, la capacitance et le domaine temporel. Ces systèmes conviennent le plus souvent à la recherche. Ils sont moins sensibles à la conductivité électrique, plus robustes et peuvent mesurer de plus grands volumes. Alors qu'en est-il réellement? Il serait légitime de se poser la question suivante. Que faire avec la permittivité ou la constance diélectrique? Il existe divers modèles empiriques parmi lesquels choisir, que ce soit diélectrique ou de la teneur en eau volumétrique, VWC, les plus répandus étant les modèles TOP et LeDieu. Dans la partie supérieure du graphique, on peut voir les deux équations. Les références se trouvent dans la partie inférieure, à titre d'information. J'aimerais simplement faire remarquer ici que le modèle TOP utilise une équation polynomiale de troisième degré qui établit une correspondance entre la permittivité, représentée ici par le symbole epsilon, et la teneur en eau volumétrique, représentée par le symbole θ. Pour ce qui est du modèle LeDieu, vous remarquerez qu'il est représenté ici par une équation linéaire. Il s'agit d'une équation simple qui établit une correspondance entre la racine carrée de la permittivité et la teneur en eau volumétrique. Comme vous vous en souvenez peut-être, la racine carrée de la permittivité correspond à la LA par rapport à la L dérivée directement de l'analyse de la forme d'onde, si bien qu'il s'agit d'un modèle couramment utilisé en RDT-TDR. Il existe différents modèles, notamment les modèles mixtes que je n'aborderai pas en détail puisque les modèles TOP et LeDieu sont assez proches l'un de l'autre pour la majeure partie de la gamme de sols analysés. Vous savez que la mesure commence à diverger dans l'extrémité supérieure. Cependant, il n'y a pas d'énorme différence entre les trois pour la majeure partie de cette gamme. Il convient aussi de noter que la plupart des bons capteurs indiqueront à la fois la permittivité diélectrique et la teneur en eau, particulièrement les modèles utilisant le protocole SDI12. Donc si vous devez élaborer un étalonnage propre au sol ou que vous préférez procéder ainsi, la méthode diélectrique vous permettra de le faire de la manière la plus appropriée. J'espère que ceci vous aura fourni, à tout le moins, une compréhension préliminaire des méthodes courantes de mesure de la teneur en eau volumétrique. Comme toujours, de nombreuses ressources supplémentaires sont disponibles si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à communiquer avec nous via le site web, par téléphone ou par courriel. C'est ici que je conclus ma présentation, en vous remerciant chaleureusement pour votre temps. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire instructif et utile. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à dataloggers@campbellsci.ca. Nous serons ravis de vous aider. Merci et bonne journée.